Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la saison. On va revenir sur les deux classements de la Coupe du Monde, le classement général hommes et dames. On va revenir sur les différents concurrents, notamment de l'équipe de France, mais également les concurrents étrangers. On parlera de leur fin de saison, mais de leur saison, on va dire, dans leur globalité. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Alors, oui, cette fin de saison, au final, il n'y a pas eu de vidéo, que ça soit du côté d'Oslo ou du côté de Paul Yuka. Alors, la vidéo de Paul Yuka a été enregistrée, mais elle ne me plaisait pas. Et du côté d'Oslo, il y avait pas mal de cyclisme en même temps, donc c'était un peu dur de jongler entre les deux. Et puis, il y a une sorte de petite fatigue qui arrive. Je trouve que la saison de biathlon mériterait d'avoir un rendez-vous en moins, d'avoir un week-end de compétition en moins. Je trouve que c'est vrai que quand on arrive en fin de saison, on arrive sur les rotules. Et puis en mars, je trouve que 3 week-ends en mars, on voit que tout le monde est fatigué. Que ça soit les suiveurs, mais également les concurrents. Et on voit qu'il y a pas mal de malades, il y a pas mal d'absents au final sur ces 3 rendez-vous de mars, avec parfois des conditions de neige qui sont difficiles, parce que on est sur une période où parfois on peut avoir des températures qui se réchauffent, donc avec des conditions de neige difficiles, parfois avec aussi un petit peu de vent au niveau des pas de tir. Et puis ouais, pas mal de concurrents fatigués, et puis la concurrence. C'est vrai que mars est peut-être le pire mois de l'année, parce que vous avez à la fois les sports d'hiver qui se terminent et les sports estivaux qui commencent à rentrer dans leur période intense. Et vous avez les sports mécaniques qui reprennent également à pleine bourre. Donc ça fait une concurrence, je trouve, pour le biathlon. Par exemple, il y a pas mal de gens qui regardent le biathlon et le cyclisme. Bah oui, mais en mars, il y a Paris-Nice, il y a Tirreno, donc ça commence à être compliqué de trouver des trous pour pouvoir parler de ces compétitions-là. Et il y aurait peut-être un intérêt à faire un week-end de plus en décembre et à faire que 2 week-ends en mars. Peut-être pas arrêter plus tôt, mais avoir un trou, peut-être avant les finales, d'avoir des périodes de pause peut-être un peu plus importantes, parce qu'on voit que là, la plupart des concurrents étaient sur les rotules. En plus, bon, moi c'est avec Paul Yuka, ça m'a un peu énervé les conditions de neige, notamment sur l'individuel. Donc c'est vrai que ça m'a un peu sorti des courses, et ça m'a un peu sorti de la saison, hein, pour tout vous dire, Paul Yuka, parce que même à Oslo, j'ai eu du mal à m'y remettre, très clairement, pour regarder de nouveau les compétitions. Heureusement qu'il y a même eu un duel entre Preuss et Lou Jean Monod, parce que c'est vrai que chez les garçons, même la fin de carrière des frères Beu, Paul, ouais, je dirais pas passer inaperçu, mais pas loin, parce que, encore une fois, trop de compétitions en même temps. Donc c'est vrai que pour moi qui regarde pas mal de sports, j'ai peut-être pas autant apprécié à sa juste valeur la fin de carrière des frères Beu. Allez, on regarde bien les différents classements de cette fin de saison du côté du classement général, et on commence avec le titre pour Franziska Preuss, hein, pour une vingtaine de points face à Lou Jean Monod. Alors ça s'est joué, pas vraiment joué, mais le dénouement s'est déroulé lors de la dernière course, la Mass Start. Chute de Lou Jean Monod. Je comprends même pas à quel moment on peut dire que Preuss est en faute. Bon voilà, voilà, il y a des mecs qui ont quand même osé dire potentiellement que Preuss avait provoqué la chute de Lou Jean Monod. Il y a un moment, il va falloir quand même sacrément se réveiller chez certains suiveurs. Non, parce que créer des polémiques à 2 balles, je pense qu'il y a déjà assez de polémiques à la con dans le monde pour qu'on n'est pas obligé d'en rajouter dans le monde du sport, par exemple. Et surtout des polémiques basées sur rien. Parce que, alors on va me reprocher, moi, quand j'ai parlé de Justine Brezaz, j'en ai encore des qui vont me le reprocher, mais moi au moins, quand je critique, j'apporte des informations, j'apporte des choses. C'est pas juste critiquer pour critiquer. Il y a un moment, je critique parce que je considère qu'il y a des choses qui me plaisent pas. Et je dis ce qui me plaît pas. Après, on est d'accord, pas d'accord avec moi, ça c'est autre chose.
Là, juste, en étant factuel, tu peux pas dire ça quoi, de Preuss. Il y a la place, il y a pile la place, mais de toute manière, Preuss, ça va pas ouvrir en grand la porte à Lou Jean Monod, c'est pas de la compétition, juste. Et elle, voilà, elle est pile dans les règles, Preuss. Donc, après, Lou Jean Monod, elle fait une erreur technique. Alors que les coachs de l'équipe de France, sur le coup, soient énervés et à chaud pensent qu'il y a peut-être une erreur, que Lou Jean Monod peut-être pense à chaud qu'il y a une erreur, mais pas les consultants, pas les journalistes, voilà, d'une chaîne l'équipe. Encore une fois, ça tombe toujours sur eux, mais c'est vrai qu'il y a un moment, tu sens qu'ils essayent de vendre le produit, c'est-à-dire que le biathlon, c'est leur produit majeur aujourd'hui. Hein. Le cyclisme, j'ai l'impression de plus en plus, ils essayent de s'en débarrasser. Je suis pas sûr qu'ils renouvellent les droits du côté du cyclisme. Tu sens qu'ils essayent de miser sur d'autres sports, mais pour l'instant, c'est pas forcément exceptionnel. Le biathlon reste leur produit phare. J'ai l'impression quand même qu'ils essayent de construire des polémiques à la con pour leurs produits phares, pour mettre en avant leurs produits phares, en se disant ça va créer de l'audience. Sauf que bah moi par exemple cette année, la fin de saison, j'ai regardé sur Eurosport parce qu'ils m'ont tellement énervé à un moment que je suis pas revenu sur la chaîne équipe. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Vous savez que même Patrick Chassé, même Alexandre Pasteur, je regarde normalement sur le gratuit quand c'est disponible sur le gratuit. Par exemple, Paris-Nice, je l'ai regardé sur la télé sur France 2, malgré le fait que j'ai un abonnement max. J'ai regardé, enfin voilà, quand il y avait la moto disponible gratos ou la F1 disponible gratos, je regardais en gratuit, parce que je trouve que c'est important qu'on ait du sport en gratuit, mais malheureusement là, moi je supporte pas les polémiques à la con. Voilà. Et que ça soit Patrick Chassé, on peut considérer voilà, il fait des erreurs à ce genre de choses, mais il ne crée pas des polémiques à la con. Pasteur, pareil. Le biathlon, si. Le biathlon, si. Et des polémiques avec Julia Simon, et polémiques, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute, et au bout d'un moment, moi j'arrête de regarder. Peut-être qu'un jour, ils comprendront qu'il faut peut-être remplacer quelqu'un. Parce que là, il y a un vrai problème, je trouve, depuis quelques temps. Pourtant, je peux vous dire que sur HBO, c'est pas non plus exceptionnel au niveau des commentaires. Hein. Sur Eurosport, c'est pas extraordinaire ce qu'ils font comme analyse du côté d'Eurosport. Mais de l'autre côté, ils m'ont tellement énervé que putain, il y a un moment où voilà, je sature. Donc toute la fin de saison, je l'ai fait sur HBO parce que vraiment, j'ai trouvé. À partir des championnats d'Europe, même en fait, à la fin d'Antols, grosso modo, je suis pas revenu sur l'équipe. Parce qu'ils m'ont tellement énervé. Et là, oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis de toute manière, Preuss, elle mérite son gros globe. Elle le mérite parce que, en finale, ça a été la plus régulière de l'année. Même en fait, là où elle fait la différence, Preuss, par rapport à Lou Jean Monod, il y a eu la régularité, mais c'est surtout sur les moins bons résultats. Désormais, je rappelle qu'à une époque, du côté du biathlon, on décalait les moins bons résultats. C'est-à-dire que les moins bons résultats, on les supprimait. On avait le droit de supprimer, je ne sais plus, deux ou trois. Les deux ou trois moins bons résultats étaient jartés du classement. On ne les prenait pas en compte. Aujourd'hui, on prend tous les résultats en compte. Preuss a très bien compris. Même dans ses plus gros craquages, elle a marqué des points. Lou, Annecy le Grand Bornand, gros craquage, elle ne prend pas les points. C'est là où ça fait la différence. C'est sur leur moins bon rendez-vous de l'année, qu'a été Oberhof pour Preuss, qu'a été Annecy le Grand Bornand pour Lou Jean Monod. Annecy le Grand Bornand, Lou, elle prend pas de points. De l'autre côté, Preuss, elle marque un peu de points. Alors même si c'est pas grand-chose, elle marque un peu de points. C'est ce qui a fait la différence. Parce que normalement, Lou Jean Monod, elle doit sécuriser le gros globe avant les dernières courses, quoi. Elle doit réussir à avoir de l'avance. Pourquoi elle n'a jamais eu d'avance? Elle a toujours couru derrière Preuss, quasiment sur toute la saison. Annecy le Grand Bornand, où elle se rate face au public français. Et ça a été très compliqué à gérer. Et Preuss a à chaque fois réussi à marquer des points. Je pense qu'il n'y a quasiment pas de course dans l'année où elle ne marque pas de points, Preuss. Alors oui, elle a gagné moins que Lou Jean Monod, il y a moins de victoires que Lou Jean Monod, mais il y a plus de régularité que Lou Jean Monod. Il y a eu moins de craquage que Lou Jean Monod, et c'est avec Preuss, elle a fait la saison presque parfaite, quoi. Et elle a fait la saison qu'on attendait d'elle, surtout.
Mais on savait que c'était un diamant, Preuss, mais il y avait toujours un petit truc qui enrayait la machine, quoi. Il y avait toujours une petite maladie, une petite blessure qui faisait qu'elle était obligée de rater un rendez-vous, de rater deux rendez-vous, et ce qui l'a plombé au niveau du classement général. Là, cette année, elle a tout mis en place. Notamment, on l'a vu porter énormément le masque, hein, au mois de janvier, mois de février, elle portait quasiment tout le temps le masque. Ouais, à la fin, pas de maladie, pas de problème, elle n'a pas manqué de rendez-vous. Par exemple, par rapport à Elvira Heuberg, elle n'a pas raté de rendez-vous, et ça, c'est ce qui a fait la différence du côté de Preuss. Du côté de Lou Jean Monod, ça reste une bonne saison. Alors oui, là, sur le coup, elle est énervée. Je pense qu'elle va rester un petit peu énervée pendant quelques temps. Bon, elle a été aux Jeux militaires. Ils ont pu gagner pas mal de médailles aux Jeux militaires, hein, du côté de la France, mais forcément, il y a de l'énervement, il doit y avoir de la colère du côté de Lou Jean Monod. Mais il faut pas faut pas qu'elle regarde que cette dernière course. En gros, faut qu'elle se dise, c'est pas là où elle perd le gros globe. C'est pas sur la dernière course qu'elle perd le gros globe, c'est avant. C'est avant parce qu'avec le nombre de victoires qu'elle a eues, normalement, elle doit avoir le gros globe. Ce qui a manqué, c'est les moins bons résultats. Elle est tombée également face à une très forte Prusse. Il faut le dire, elle est tombée face à une adversaire de grande qualité, Lou Jean Monod. Mais c'est ce qui a fait la différence, ce sont les moins bons résultats. Après, la saison de Lou, elle est quand même en Coupe du Monde, elle est réussie. Mais elle est réussie, on a vu des progrès, notamment sur les temps de ski. Bon, la fiabilité au tir, elle l'a toujours, même s'il manque encore un petit peu de vitesse au tir. Mais bon, elle a la fiabilité au tir aujourd'hui, et c'est peut-être le plus important. Ce qui a manqué à Lou cette année, et je pense que c'est un truc qu'elle devra travailler pendant l'intersaison. On voit qu'elle a beaucoup travaillé ses qualités physiques sur les 2 dernières préparations où elle a vraiment travaillé le physique, le physique, le physique. Là, il faudra peut-être travailler le mental. Je pense qu'il y aura un intérêt à travailler le mental parce qu'on voit que dès qu'elle a eu la pression sur les épaules, elle est passée à côté. Que ça soit Annecy le Grand Bornand, les championnats du monde, au final en individuel ça a été un peu compliqué. Quand elle a été attendue, Lou Jean Monod, ça a été difficile à gérer pour elle. Donc là, il y a un vrai travail à effectuer pour les Jeux Olympiques. Parce que il faut être prête le jour J, et ça passe par bien entendu les qualités physiques. Il faut être prêt au niveau physique le jour J, mais il faut savoir résister à la pression et aux attentes. Et autant Julia arrive à le faire, autant j'ai l'impression que Océane Michelon, Jeanne Richard arrivent à s'en sortir dans ce genre de situation. Et Justine également. Autant Lou a eu du mal à ce moment-là. C'est vrai que ces championnats du monde n'ont pas été les plus réussis. Euh, et là, il y a une petite déception de ce côté-là. Par contre, on a vu les progrès en ski où elle a été impressionnante, notamment sur certaines pistes où elle était imbattable. À Antol, ça met une misère à tout le monde. Ça a été exceptionnel. Donc là, on voit qu'elle va être très solide. Mais voilà, il faut travailler encore sur le mental, où là, ça a été plus compliqué pour elle. Julia, qui finit troisième, hein. Grosse fin de saison du côté de Julia Simon. Ça a vraiment été la satisfaction. Vraiment, c'est la fille qui a le plus évolué entre le début et la fin de saison. C'est-à-dire quand on se rappelle où elle était en tout début d'année, physiquement c'était dur. Vraiment sur les skis c'était compliqué. Alors elle essayait de mettre le tir en place, mais comme elle avait du mal sur les skis, forcément il y avait des petites erreurs parce que parfois elle était un petit peu en sur-régime. Quand vous êtes en sur-régime sur les skis, forcément ça se paye un moment sur le pas de tir. Mais c'était compliqué parce qu'elle le savait, elle personnellement. Hein. C'est vrai qu'elle ne l'a pas dit tout de suite qu'il y avait des soucis de conditions physiques, d'état de forme, qu'elle avait commencé la saison avec un poids de forme qui n'était pas son poids de forme, qu'elle avait eu des soucis pendant l'intersaison, avec certainement des problèmes hormonaux. Mais du côté de Julia Simon, cette capacité à faire front malgré la difficulté, à faire le dos rond en fait, face à la difficulté, c'est vrai que Justine l'a démontré, mais Justine, on sait qu'elle est irrégulière.
Julia, c'est pas son habitude d'être aussi régulière que ça, d'avoir vraiment un début de saison aussi compliqué. C'est pas l'habitude de Julia Simon. Ouais, Justine, bon, on sait que le gros globe, ça sera quasiment impossible pour elle d'aller chercher à cause de ses hauts, ses bas. Ça a toujours été, j'ai envie de dire, bon, maintenant on commence à connaître pas mal Justine et on sait que voilà, il y a toujours ses hauts et ses bas. On pensait l'an dernier, c'était plus l'an dernier où je pense qu'elle passe pas loin à des moments du gros globe, mais cette irrégularité-là, elle l'a conservée. Même si des fois il y a eu des grosses erreurs. On y reviendra. Mais du côté de Julia, il y a ce début de saison qui est très compliqué, mais quand il y a les compétitions qui comptent, elle est là, elle est présente, et notamment l'individuel au championnat du monde où elle fait vraiment la course, vraiment référence et l'une des grosses courses de l'année, où elle sort l'une des grosses performances de la saison, et puis après elle enchaîne sur cette fin de championnat du monde, alors que la poursuite des championnats du monde avait été compliquée, par exemple. Mais Julia, ça a été une saison, un début de saison très compliqué, mais vraiment très compliqué. Il faut saluer quand même sa capacité à résister à la pression, à résister aux commentaires qui sur les réseaux sociaux ne devaient pas être faciles non plus. Et puis cette capacité à remonter la pente au fur et à mesure du côté de Julia et le mois de janvier qui au départ n'a pas été exceptionnel, elle finit plutôt bien sur le mois de janvier et puis ces championnats du monde où elle a retrouvé du rythme sur ces championnats du monde et elle finit en fanfare en fin d'année. Vraiment, elle l'a retrouvée, malgré des jambes qui étaient plus si bonnes que ça en fin de saison, bah, elle a quand même réussi à faire des résultats en fin d'année. Donc bravo à Julia Simon. Puis on espère que l'an prochain, bah, la saison sera plus complète, mais bon, si elle arrive à faire des Jeux Olympiques comme les championnats du monde qu'elle a réalisés, on achète hein, du côté de Julia Simon, je pense, et puis elle profite des maladies d'Elvira Heuberg pour prendre cette troisième place sur le podium. Elvira Heuberg, moi ce que j'ai noté du côté de Elvira, c'est beaucoup plus régulière cette année. Elvira, qui avait tendance quand même à faire des gros mois de décembre, et puis à s'écrouler au fur et à mesure de l'année. Hein, et c'est vrai que les fins de saison étaient souvent compliquées. À partir de mi-janvier, on la voyait plus, Elvira, et souvent des championnats du monde difficiles. Euh, Elvira a vraiment progressé sur sa capacité à tenir sa forme du mois de décembre au mois de mars. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait encore pas réussi à faire. Dommage, les deux coups de maladie, parce que normalement c'est elle qui doit être troisième. Hein. Et puis ça aurait peut-être changé la donne entre Preuss et Lou Jean Monod aussi, le fait d'avoir une Elvira qui soit présente à Antols, qui soit présente également plus sur cette deuxième partie de saison. Elle tombe 2 fois malade, ça lui coûte très cher en termes de points, en termes de forme également en début de championnat du monde. Par contre, elle aussi, elle finit très bien les championnats du monde. Mais oui, c'est dommage ces coups de maladie, mais quand même, on voit une fille qui progresse au niveau de son pic de forme. Alors sur le tir, il y a encore du bon et du moins bon. Il y a eu parfois des très belles performances au tir, et puis il y a toujours ces petites erreurs où parfois, tu sais pas pourquoi, ça a fait seulement un 16 sur 20 ou un 8 ou un 7 sur 10. Il y a toujours cette régularité qui manque encore du côté du tir. Ça a progressé, mais il y a encore du travail du côté d'Elvira Heuberg. Cinquième, Océane Michelon. Oui, ça s'est joué à pas grand-chose face à Jeanne Richard hein, dans ce match pour le maillot bleu, pour le globe des petites jeunes. Océane, elle a été d'une régularité sans faille cette année. Que ça soit sur les temps de ski, vraiment, elle a été très régulière sur les temps de ski. Elle est rarement sortie du top 15 hein, cette année au niveau des Coupes du Monde. De toute manière, il y avait une comparaison face à Campbell White. C'est vrai qu'elle marque le double de points de Campbell White, quasiment plus du double de points de Campbell White, qui pourtant fait pas de mauvaise année hein, en U23, mais c'est dire ce qu'a fait Océane Michelon, Jeanne Richard, même Célina Grossian, hein, du côté des Allemandes, cette jeunesse est déjà en place, est déjà très performante. Et c'est vrai qu'Océane, qui avait remporté l'IBU Cup l'an dernier, sa place n'était pas assurée en début de saison.
Il faut quand même rappeler que elle a mis hors jeu Gilles Guigona. Et puis après, elle a mis hors jeu aussi Sophie Chauveau. Si Sophie et Gilles se sont retrouvées en IBU Cup, c'est aussi parce que Océane et Jeanne ont été très performantes, avec Paula Beauté derrière, mais elles ont réussi à conserver leur place malgré la densité. Et Océane Michelon, elle a été extrêmement régulière sur toute l'année. Le seul problème du côté d'Océane Michelon, toujours ces petites erreurs au niveau du tir. Voilà, il n'y a pas encore forcément une grosse course référence au niveau du tir du côté d'Océane Michelon. C'est 19, c'est 18. Voilà, il manque cette petite balle qui lui permet d'accéder au podium plus régulièrement, qui lui permet d'accéder à la victoire plus régulièrement. Il y a toujours cette petite balle qui traîne, qui va être à côté. Donc c'est là-dessus, il faut qu'elle travaille encore sur cette précision du tir. Elle doit encore progresser sur cette précision du tir. Mais sinon, c'est quand même très intéressant du côté d'Océane Michelon. Jeanne Richard, là aussi, c'est très intéressant du côté de Jeanne. Même si sur les championnats du monde, ça a été plus compliqué. Un tir couché qui est extrêmement fiable. Et c'est ce qui lui permet de jouer ensuite sur le debout du côté de Jeanne. C'est dommage. Il faut encore progresser physiquement. Ça va être ça le travail pour moi de Jeanne Richard à l'intersaison. Il faut encore améliorer ses qualités physiques du côté de Jeanne Richard. Elle doit encore progresser. Dommage, elle passe pas très loin du podium à Annecy sur la Mastart. Mais il lui manque encore de la caisse, quoi. De la caisse, de la résistance. Elle doit encore progresser un peu sur ses derniers tours, mais globalement, ses temps de ski sont pas encore suffisamment bons. C'est ça qui la freine aujourd'hui, ce sont ses temps de ski. Donc c'est là-dessus qu'elle va devoir travailler Jeanne Richard. Mais bon, voilà, elle est encore jeune, Jeanne Richard. Il y a encore 1 an et demi, elle était en IBU Cup à Kontiolahti. Donc faut là aussi, c'est aller très vite pour elle. La montée en Coupe du Monde, c'était sa première saison complète en Coupe du Monde. Donc oui, il y a encore un peu de progrès, mais c'est ce qui fait la différence entre elle et Océane. C'est qu'Océane, elle a des temps de ski qui sont vraiment dans le top 10, et que Jeanne, elle a du mal à rentrer dans ce top 10 du temps de ski. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir progresser. Suivi Minkinen, belle 7ème place de Minkinen. Madame régularité aussi, hein, on a parlé de Preuss, mais c'est vrai que Minkinen a été très régulière sur toute la saison. La finlandaise, pas forcément d'énormes coups d'éclat, mais une régularité. Tout le temps dans le top 10, on l'a toujours vu dans le top 10. En gros, elle a fait, je pense, 90% de ses courses entre 5e et 10e. Ça lui permet d'être 7e, voilà, du classement général. Voilà, ça a été vraiment la grosse progression de la saison. La fille qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, hein, Minkinen, on ne l'attendait pas aussi performante. Mais elle a été juste impressionnante, la finlandaise, voilà, qui a été hyper efficace. C'est vrai que la Finlande était un peu en manque de résultats depuis la retraite de Mäkäräinen. Mäkäräinen qui est quand même devenue championne de Finlande de biathlon. Hein. Là, cette année, hein, encore, là au mois là, sur les courses d'après-saison, ce qui est juste dingue. Elle va peut-être revenir pour les Jeux Olympiques même, hein, parce que dans un relais féminin, ça va peut-être donner des idées à Mäkäräinen. Ou dans un mixte, Minkinen, Mäkäräinen, Tero Sepala par exemple, ça aurait de la gueule. Mais oui, on voit que le travail paye. Ce qu'elle a mis en place, notamment avec beaucoup plus de stages en altitude, ça a fonctionné. Voilà, elle a été régulière toute la saison, toujours aux avant-postes. Il y a un moment, ça paye aussi au niveau du classement. Devant, Justine, Brezas-Boucher, Madame Irrégularité, mais c'est bon, voilà, c'est la carrière de Justine. Mois de janvier qui n'a pas été simple. Le mois de janvier a été très compliqué pour Justine. Ce qui a été compliqué de toute manière en décembre à 1 janvier, c'est les courses à 4 tirs. C'est là où elle s'est retrouvée souvent hors jeu, malgré un très bon temps de ski, parce qu'elle faisait... en gros, elle avait une moyenne, j'avais dit à un moment, à 16 sur 20, à 15 sur 20. Donc c'était pas suffisant aujourd'hui, vu le niveau, et puis même il y a 10 ans, c'était pas suffisant non plus de faire 16 sur 20. Du côté de Justine Brezaz, il y a eu un... On s'aperçoit qu'après les périodes de pause, elle a été très performante. Après la pause avant les championnats du monde, elle a été très performante. Petite pause avant Annecy le Grand Bornand, elle a été performante. En reprise,
après les championnats du monde, elle a été performante. Toutes ces phases-là de repos ont été bonnes et lui ont fait beaucoup de bien. Je pense encore une fois, je reste sur mon avis, qu'on aurait pu lui faire sauter une épreuve à Ruhpolding. Parce que en gros, ça aurait donné quoi? Elle aurait fini 10e, 11e du classement général. Je suis pas sûr que ça ait une grande importance pour Justine Brezaz entre 8 et 11 ou 12. En gros, elle avait sa place assurée en plus dans le premier groupe pour les départs, enfin pour le groupe rouge, en gros dans les listes de départ. Donc on aurait pu euh, lui permettre peut-être de se reposer avant Ruhpolding. Bon, ça n'a pas été un problème lors des championnats du monde sur une piste qu'elle aime bien, Lanzerheide 2. Je pense que Justine, pour l'an prochain, il va falloir réfléchir à son programme. Voilà, encore une fois, je ne pense pas être le seul à l'avoir vu. Je pense que le staff a vu également que qu'elle ait des petites pauses dans la saison lui fait du bien, qu'elle a besoin de ça dans son équilibre. Donc je pense qu'il faudra s'adapter à Justine au niveau du programme, peut-être lui faire rater de temps en temps des courses. Voilà, parce qu'on a l'impression que ça lui fait du bien. Je pense qu'on peut se le permettre en plus, notamment sur les relais, notamment également sur des courses peut-être individuelles. Il faudra y réfléchir du côté du staff. Voilà, il faudra faire des pauses si on veut qu'elle soit au top aux Jeux Olympiques. Et on sait qu'elle est capable d'être au top du côté d'Antols. Et puis on finit ce top 10 avec Célina Grossian. Pas très loin, au final, elle finit à 100 points hein, de Océane et Jeanne. Elle a mal fini, Célina, hein, sur le dernier rendez-vous de l'année. Ça reste une des belles évolutions de la saison. On savait qu'elle était performante, on savait que c'était une fille qui avait du talent, c'est clair et net. En Coupe du Monde, elle ne l'avait pas encore montré, c'est ce qu'elle a fait cette année. Célina Grossian avec une belle évolution dans ses performances, notamment au niveau des temps du ski, hein, régulièrement dans le top 10 au niveau des temps du ski. Un tir encore de temps en temps perfectible, mais il y a du progrès. Donc c'est vraiment pas mal du côté de Célina Grossian. Et puis elle est encore très jeune, hein, Célina, donc il faut le rappeler. C'est une fille qui est arrivée en Coupe du Monde à 19 ans. Comme Jeanne Richard, donc c'est encore des filles d'avenir dans le biathlon. C'est plus des filles pour 2030 qui seront déjà là pour 2026, mais c'est quand même plus des filles techniquement pour les Jeux de 2030 que pour 2026. Et puis Marine Kierkeide, une très bonne fin de saison hein, du côté de Kierkeide, c'est là où elle a marqué la majorité de ses points. Kierkeide avec des gros progrès en fin d'année. Elle n'a pas fait toute la saison, hein, Kierkeide, et pourtant elle arrive quand même à être 10e. Donc ça c'est intéressant. Peut-être la nouvelle chef de file hein, de la Norvège, parce que c'est vrai qu'avec Tendrevold, qui est un peu en difficulté, et en gros, Idalienne, toutes ces filles-là ont aussi du mal au tir. Et bien du côté de Kierkeide, ça a été plutôt intéressant en termes de résultats sur la fin de saison, régulièrement dans le top 10. Bon, c'est pas encore parfait, hein, des fois il y a des erreurs au tir, il y a encore un travail à faire sur la fiabilité au tir, mais pour une fille qui arrive en Coupe du Monde, je trouve que c'est très bien. Et puis ensuite on voit Lisa Teresa Hauser, qui finit bien l'année aussi, Lisa Teresa Hauser. Elle finit bien la saison, donc on espère qu'elle repartira sur les mêmes bases l'an prochain, notamment du côté de l'équipe autrichienne, parce que le début de saison avait été compliqué, notamment au niveau du tir. C'est vrai qu'à Hauser, ça fait depuis 2 ans qu'elle a un peu du mal au niveau du tir, mais sur la fin d'année, ça a été quand même beaucoup mieux. Donc on verra si ça arrivera à tenir pour l'an prochain. Et puis Anna Heuberg, année compliquée pour Anna Heuberg, au final. Le début de saison, elle était complètement hors de forme. Elle revient ensuite, janvier, intéressant, mais beaucoup trop d'erreurs au tir. Les jambes sont bonnes, mais au niveau du tir, il y a beaucoup d'erreurs. Et puis au final, elle a pas réussi à retrouver cette qualité de tir qu'elle avait les années précédentes. C'était tout le temps un petit peu moins bien. Et au niveau des jambes, ça a été assez irrégulier. Ça a démarré mal, ça finit pas très bien. À l'intérieur de tout ça, janvier, février, ça a été très intéressant pour Anna Heuberg, mais ça a été une saison en dents de scie.
du côté de la Suédoise. Du côté de Dorothea Virer, bah, elle a plus les jambes de ses 20 ans, hein, Virer. Donc aujourd'hui, si elle veut faire cérémonie des fleurs, obligatoirement sans faute. Voilà, tout simplement. Les Jeux Olympiques arrivent 2-3 ans trop tard pour elle. C'est pour cette génération-là, pour Dorothea Virer. On verra l'an prochain. Il y a eu quelques courses intéressantes, je pense à Antolz, notamment la Mastart à Antolz. Il y a eu quelques courses intéressantes pour Virer, mais c'est vrai que la globalité de la saison a été décevante pour l'Italienne et des jambes moins performantes qu'à une époque. Sur le tir, bah là aussi, moins de régularité qu'avant. En fin de saison, elle a retrouvé un petit peu son tir Lucky Luke, un peu à la Julia Simon, mais c'est vrai que pendant une période de l'année, ça a été plus compliqué. Et puis à Knoten, 14, pas grand chose à dire sur Knoten, c'est des coups d'éclat dans l'année, mais sur toute la longueur de la saison, ça ne tient pas. Et puis Todorova, qui a très bien fini, Todorova, la Bulgare. Donc là aussi, peut-être intéressant pour l'avenir. Alvarsson, qui a bien démarré, qui a eu un peu plus de mal sur la fin. Bon, Magnusson, là aussi, on sait, c'est des coups d'éclat hein, du côté de Magnusson. Les Nike Gross, beaucoup moins bien que l'an dernier. Dépassé même par Emi Bazerga du côté des Suisses. Les championnats du monde ont été réussis du côté de les Nike Gross, mais sur la globalité de la saison, ça a été compliqué. L'Otelli, ouais, sur les skis, peut-être moins régulière qu'avant. Lampic, toujours aussi régulier au niveau du tir. Italienne, pareil. Vanessa Voigt, qui avait fait un bon début de saison, mais qui ensuite a complètement disparu à partir de janvier et qui n'a pas tenu du tout la cadence. Tendrevold, qui se fait opérer des amygdales, Tendrevold. J'ai vu une nouvelle opération pour elle. Ça a été très compliqué cette année. Alors oui, il y a eu une victoire, mais elle est passée à côté complètement de sa saison, entre ses problèmes cardiaques, la fin de saison qui a été compliquée. Bon, ouais, je pense qu'il y a des choses à remettre à plat du côté de Tendrevold. Donc c'est dommage. Comme Davidova aussi, embêté par des problèmes de dos, qui va se faire opérer là, pendant l'intersaison. Et puis Paula Beauté, qui a démarré sur les chapeaux de roue. Ensuite, ça s'est bien tassé du côté de Paula Beauté, donc elle qui a fait un très gros mois de décembre, mois de janvier. Ensuite, ça a été plus compliqué pour Paula. Et puis Sophie, il en manque au niveau du tir. Son tir de bouche, je trouve, s'est dégradé au fur et à mesure de la saison. Donc là, il y a encore du boulot pour Sophie pour finir l'année. Voilà. Du côté de cette saison 2024-2025 du côté des filles. On passe désormais aux garçons du côté du biathlon, même si c'est dommage du côté des garçons. Les maladies pour Johannes Beu nous a empêché d'avoir un combat pour le titre, pour ce classement général et pour ce gros globe jusqu'au bout. Du côté de Sturla-Lagrid, je dirais ça reste aujourd'hui le fer de lance de la Norvège derrière Johannes Beu, mais il a été... Ça reste le patron et je pense qu'il arrivera à gérer la Norvège une fois le départ des frères Beu, au moins sur les 2 prochaines années. Ensuite, on verra avec l'apparition d'Ouldal et de d'autres concurrents, ça changera aussi, mais il a montré cette année qu'il était régulier. Il n'y a pas eu de coup de mou véritablement sur la saison. Alors oui, il y a eu des manches un petit peu moins bonnes. Il y a eu quelques courses où il a été un petit peu moins bien, notamment sur la fin de saison, mais il n'y a pas eu de gros coups de mou. Quand on regarde l'intégralité de la saison, il a été très régulier. Ce qui manque à ce tour-là, c'est toujours un petit peu de temps de ski. Même s'il a progressé dans ce domaine-là, c'est sûr que par rapport à un Johannes Beu ou un Martin Ponsiloma, c'est compliqué. Et même par rapport à Quentin Fillon-Maillet sur la fin de saison, il a du mal à rivaliser. C'est plus là-dessus où il va falloir travailler pendant l'intersaison. Le tir, il l'a toujours eu. Il a toujours eu cette fiabilité du côté du tir.
Mais parfois le temps de ski est pas suffisant. Mais après, moi je suis pas inquiet pour la Norvège chez les garçons. Je pense que Sturla est totalement en capacité de reprendre le flambeau de cette équipe. Euh, Parce qu'aujourd'hui il l'a démontré à plusieurs reprises qu'il pouvait être le patron. Euh, donc je pense que voilà, Sturla, faut pas s'inquiéter de ça. Parce que ouais, c'est pas. En fait, c'est un mec qui a déjà plusieurs années dans les pattes sur la grid. C'est pas un mec qui vient d'arriver. Donc c'est un mec qui maintenant a de l'expérience et cette année qui a su rivaliser avec Johannes Bö. Alors même si encore une fois le fait que Johannes tombe malade nous a enlevé ce match sur la fin de saison parce qu'on aurait bien aimé avoir le combat entre les deux. Mais je pense que Sturla aujourd'hui est un leader de par ses résultats, mais je pense que aussi le personnage sait se faire entendre. Et je pense qu'il peut être le leader, le chef de file. Je sais que certains sont inquiets hein, dans les commentaires, mais moi je suis pas inquiet quant à la capacité de Sturla d'être le leader de cette formation norvégienne dans les années à venir. Deuxième coureur dans ce classement, Johannes Bö. Bah dommage, parce qu'il est tombé malade, Johannes. Ça c'est vrai que ça a été le vrai petit souci du côté de Johannes Bö, c'est de tomber malade. Après, je pense que c'est la bonne année pour arrêter. Quand on voit, en fait, quand on voit ces 2 dernières saisons à Johannes Bö, tu sens que c'est le moment, c'est le bon moment pour arrêter sa carrière. Je pense que l'année prochaine, ça aurait été compliqué pour obtenir des résultats aux Jeux Olympiques. Ouais, il est fatigué. Il est fatigué, je pense, du monde du biathlon. Et je suis pas sûr qu'il revienne sur sa décision dans 1 an, dans 2 ans, tu sais, pour se dire je vais aller aux Jeux de 2030. Je crois qu'il a fait le tour, Johannes, et qu'il n'arrive plus à trouver la motivation pour aller à l'entraînement, pour se dépasser. Je l'ai dit à plusieurs reprises cette année, mais quand il était en difficulté, je trouve qu'il avait du mal à mettre les balles au fond. Ce qui avant n'était pas un problème pour Johannes, c'est-à-dire qu'avant, quand il était en difficulté, il arrivait quand même à faire un tir un minimum solide. Là, c'est quand même la première année où on a vu parfois bâcher des courses. C'est à vraiment faire presque du n'importe quoi au niveau du tir. Et ça montre qu'on est peut-être arrivé au bout du côté de Johannes. Je pense que la saison 2023-2024 a été bien plus dure que ce qu'il a laissé paraître. Bien plus dur parce qu'on se souvient que la première partie de saison avait été vraiment compliquée et il avait eu du mal à se mettre dedans. Il y avait pas mal d'erreurs au tir. Ensuite, c'était vraiment bien allé en janvier et en février et tout était rentré dans l'ordre. C'est vrai que sur la toute première partie de saison, ça avait été compliqué. Et la différence aussi à l'époque, c'est que l'équipe de France n'était pas au même niveau aussi. Donc il y avait un peu moins de concurrence, il n'y avait que la concurrence interne et Sturla en plus avait eu son petit souci de pistolet en Suisse, son petit souci de carabine en Suisse, donc ça avait aussi changé la donne du côté de Johannes Bö, mais on l'avait senti sur le mois de décembre, beaucoup moins dominateur que sur les années précédentes. Alors là, il a plutôt bien démarré l'année, c'est vrai qu'en décembre c'était plutôt pas mal. Et puis, il y a eu des courses en Allemagne où ça a été très compliqué, et où quand il a annoncé sa retraite, mais on se souvient d'Oberhof, c'était pas parfait. Et des courses où il est passé à côté, complètement, où il a lâché l'affaire. Même au championnat du monde, ça n'a pas été parfait, du côté de Johannes. Ouais, il était au bout. Il était au bout. Je pense qu'il avait plus la fraîcheur mentale pour se dépasser, pour réussir à faire la différence très concrètement. Et je pense que ça lui a coûté très cher du côté de Johannes. Bon, ensuite, il tombe malade, ça est clair, net, mais je pense que c'était la bonne année pour arrêter. Enfin, au fur et à mesure de la saison, je me suis dit de plus en plus, ouais, c'était la bonne idée parce que on le voit, il n'arrive plus à se dépasser, il n'arrive plus à se battre. Le biathlon, c'est la bagarre contre les autres, mais aussi c'est de la bagarre contre soi-même. Et je crois que ce côté-là, il n'arrivait plus à le mettre en place, Johannes Bö. Et je pense qu'il voulait pas faire la saison de trop.
Et l'an dernier, je pense que cette première partie de saison a été compliquée à gérer pour lui mentalement. Et même s'il avait dit qu'il repartait pour 2 ans, hein, et il l'avait dit hein, l'an dernier, je repars jusqu'aux Jeux Olympiques. Au final, il l'a pas tenu mentalement. Voilà, ça, au bout d'un moment, il s'est dit bah, non, je vais pas réussir à tenir encore toute l'intersaison, tout le travail à l'entraînement, je n'arriverai pas à le faire. Et puis à chaque fois que je suis éloigné de ma famille, c'est compliqué. Et ouais, je vais arrêter en fait. Je crois que c'est le bon moment pour arrêter. Et oui, je tiendrai pas jusqu'aux Jeux Olympiques. Et j'ai pas envie de faire des Jeux Olympiques à 20% de mes capacités en prenant la place de deux ou trois concurrents parce qu'on ne voudra pas m'éjecter de l'équipe. Et je crois que oui, je crois qu'il fait ce choix-là au bon moment. Troisième, Eric Perrault. Ouais, bah c'est la relève hein, du biathlon. Et aujourd'hui, la relève est là. Avec lui et Giacomel, la relève est là. C'est vrai que l'an dernier, c'était encore un peu tendre. Il y avait parfois des petites erreurs. Voilà, du côté d'Éric Perrault, parce qu'il était jeune. La saison de l'an dernier lui a beaucoup servi, il a beaucoup appris. Et ce qu'il a appris de l'année dernière, il l'a appliqué cette année. Il a réussi à être très régulier. Il fait à partir de janvier, il est vraiment très très bon. Décembre, c'était bien déjà, hein, mais surtout comparé à Giacomel, parce qu'on compare souvent les deux. Mais à partir de janvier, il a été vraiment très bon. Les championnats du monde, ils sont réussis. Et puis derrière, il finit plutôt pas mal. Ça lui permet de prendre cette troisième place sur la fin. Mais il peut être vraiment satisfait de sa saison, Eric, parce qu'il a vraiment fait du bon boulot. Devant, il y a quand même deux ogres et il y a encore un peu de travail pour aller les chercher. Sturla et Johannes, notamment sur ses fins de course. Je pense que Eric doit encore travailler, notamment sur les courses à 4 tirs, sur les derniers tours. On a vu parfois hein, que ça a été un peu compliqué sur les derniers tours. Donc là, il y a encore un travail à faire du côté d'Eric Perrault sur l'endurance. Mais au niveau du tir, c'est en place. Hein, aujourd'hui, il n'y a pas de gros problèmes du côté d'Eric Perrault. Donc non, non, et c'est le leader désormais de cette équipe. Je pense que ça va être le. Enfin, même si Quentin Fillon-Maillet est un très bon concurrent, Quentin Fillon-Maillet est peut-être le capitaine de route, mais le leader, ça va être Eric Perrault. Maintenant, ça va être lui le chef de file. Et on sait qu'il va être. Ouais, il va être encore plus dangereux l'année prochaine et il sera prêt. Il sera prêt pour les Jeux. Il sera prêt, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Et on voit aussi le travail qu'a fait Simon Fourcade. Il se voit beaucoup avec Eric Perrault parce que Eric était très jeune avec les anciens entraîneurs et donc c'est Simon Fourcade qui a vraiment fait le job autour d'Eric, qui a fait énormément progresser Eric et on voit que le travail était bien fait du côté de Simon Fourcade. Quatrième, Samuelsson, qui finit bien, Samuelsson, sur les 3 derniers rendez-vous de la saison, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, il était dans le top 8, mais pas beaucoup mieux que top 8, et puis il a vraiment très très bien fini du côté d'Oslo, Samuelsson, et du côté de Paul Yuka, avec des très bonnes courses, notamment il y a eu une victoire sur une course à 4 tiers. Ça manque encore de régularité, c'est ça qui fait la différence du côté de Samuelsson. Ça manque encore de régularité au tir. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des épreuves où parfois le tir était assez cataclysmique du côté de Samuelsson. La manière dont il a terminé l'année, les 3 derniers rendez-vous de la saison, je trouve, sont très intéressants. Très peu de balles perdues. Donc il faut qu'il se serve de ces derniers rendez-vous pour se relancer pour l'an prochain. On a vu aussi, hein, comme je parlais d'Elvira Auberg, mais Samuelsson a tenu sur toute l'année sa forme physique sur les skis. Ça a été pareil pour Ponsiluoma. C'était le gros problème des Suédoises et des Suédois, c'est d'être en forme sur quelques moments de la saison et ne pas réussir à tenir sur toute la longueur. Et bien là, ils ont été beaucoup plus performants dans ce domaine-là. Ils ont réussi à tenir la cadence jusqu'au bout. Et ça a été la grande différence par rapport à l'an dernier et par rapport même aux années précédentes du côté de Samuelsson. Lui, il a même fini bien mieux qu'il avait démarré. Donc il faut le souligner. Quentin Fillon-Maillet. Moi, je trouve que sa fin de saison est intéressante. En fait, c'est surtout le travail qu'il a effectué sur le tir du côté de Quentin Fillon-Maillet. Un début de saison où les jambes sont déjà là. Les jambes, il les a eues sur toute la saison.
mais les jambes étaient déjà bonnes en début de saison du côté de Quentin, mais il manquait le tir. Il y avait des erreurs, notamment sur le coucher, et il a retrouvé de la confiance sur le tir au fur et à mesure des rendez-vous, notamment à partir de janvier. Il construit de manière très intéressante son mois de janvier, avec des résultats qui sont à la hausse au fur et à mesure. Et puis on arrive au championnat du monde, il a vraiment fait des championnats du monde très solides, un peu comme Julia Simon, et il finit fort aussi, Quentin, voilà, avec ce top 5 au niveau classement Coupe du Monde, avec cette place sur le podium du côté de la poursuite. Ça, ce sont d'excellents résultats. Alors oui, sur la fin, il se fait dépasser par... Enfin, Samuelson passe devant, mais il était plutôt aux alentours de la 8e place au niveau du classement général de la Coupe du Monde, et il arrive à remonter pas mal sur la fin. Donc bravo à Quentin Fillon-Maillet. Oui, je trouve que la manière dont il a construit sa saison est très intéressante. Et il faudra s'en méfier aux Jeux Olympiques parce que il sait se préparer pour les grands rendez-vous. Il l'a déjà montré au jeu. Il ne faut pas enterrer. J'ai peut-être enterré un peu trop tôt Quentin Fillon-Maillet à un moment. Et je pense qu'il ne faut pas l'enterrer. Je pense que voilà, il est en bonne forme, le français. Donc vraiment une année intéressante. Surtout dans la manière dont sa saison a évolué, avec un Quentin Fillon-Maillet un peu perdu en début d'année au niveau du tir couché, qui a réussi à bien se rattraper au fur et à mesure de la saison, c'était bien. Giacomel, Giacomel, début de saison pas loin d'être catastrophique, parce que c'est vrai que la première partie de saison de Giacomel a été difficile. Moi j'étais assez déçu par Giacomel en décembre, c'était un peu ma déception de la première partie de saison, surtout en comparaison avec Eric Perrault, qui à ce moment-là était déjà performant. Je disais, Giacomel et Eric Perrault l'an dernier, ils étaient extrêmement proches en termes de résultats, et là Giacomel n'arrive pas à s'en sortir. Et puis très clairement, le pic de forme était prêt pour la deuxième partie de saison, et notamment à Antols. À Antols, il est impressionnant, et vraiment très impressionnant. Et là, on se dit, ouais, il est en forme. Les championnats du monde derrière, il arrive à montrer encore une fois des très bons temps de ski. Sur la fin de saison aussi. Ce qui manque encore, c'est la régularité sur le tir. Il y a encore parfois des petites erreurs du côté de Giacomel. Mais le temps de ski est très fort. Il est souvent dans le top 7, top 8, voire un peu mieux. Et je pense que c'est même là où il est un peu meilleur qu'Eric Perrault, c'est sur les temps de ski où il est souvent un petit peu devant. Il arrive à être un petit peu devant, parfois Eric Perrault. Mais voilà, lui, c'est plus sa fiabilité sur le tir qu'il doit encore travailler. 7e, Emilien Jacquelin. Je trouve qu'il a eu un peu de mal à finir, Emilien Jacquelin, l'année. Je trouve que les derniers rendez-vous de la saison, ça a été un peu compliqué. À partir des championnats du monde, on a senti qu'à partir des championnats du monde, la machine s'est enrayée. Les championnats du monde n'ont pas été forcément évidents. Alors lui, il le disait, c'était ses meilleurs championnats du monde en carrière, en termes de régularité de résultats, mais on sentait que c'était un peu compliqué. Et puis ensuite, sur la fin d'année, oui, il y a eu des courses compliquées quand il est tombé malade aussi. Il fait partie de ceux qui sont tombés un petit peu malades, comme Eric, mais il a moins bien réussi à le gérer qu'Eric, je pense, et il finit un peu sur les rotules. Emilien, Jacquelin... un peu comme Justine, ce sont des concurrents qui sont très irréguliers du côté d'Emilien, mais moi ce qui m'intéresse quand même, c'est que dans la difficulté, il a quand même gardé le sourire. Avant, c'était pas le cas, c'est-à-dire que quand il était dans la difficulté, très vite il faisait la gueule, Emilien Jacquelin, et très vite c'était compliqué pour lui mentalement. Là, je trouve qu'il a progressé dans la gestion des temps faibles de sa saison, où il a réussi à le gérer avec peut-être plus de détachement qu'auparavant. Donc ça c'est intéressant, malgré tout, c'est comme Justine, c'est-à-dire je pense qu'on ne les changera pas à l'âge qu'ils ont l'un comme l'autre, on ne les changera pas, ils seront toujours réguliers. Voilà, c'est le problème de Emilien Jacquelin, dans des grands jours il est capable de faire des choses exceptionnelles, et puis des fois il est un peu plus en difficulté, mais je trouve que dans la difficulté il a été un peu meilleur que d'habitude. Voilà, Emilien Jacquelin, donc je trouve que ça a été intéressant. Tarier-Beu, quand même dans le top 10, Tarier, à la fin de cette saison. Et pourtant, il y a un moment où ça a été très compliqué pour lui. En première partie de saison, c'est vrai que du côté de Orfilzon, il n'était pas vraiment dans le coup, que ce soit sur les skis, mais également sur le tir. Je me souviens de la poursuite à Orfilzon qui est très compliquée pour lui, où il n'arrive vraiment pas à accélérer le rythme sur les skis. Il se retrouve vraiment sur la sellette à Annecy-le-Grand-Bornand, il se sauve avec cette victoire
incroyable ce jour-là. Et je pense que ça a dû commencer à trotter dans la tête la retraite de Taribo à ce moment-là, vraiment, après cette victoire, parce qu'il s'est vu au bord du précipice et le fait d'avoir réussi à rectifier le tir, il s'est dit, bon, bah là, j'ai évité le précipice de l'IBU Cup une fois, mais j'arriverai pas à l'éviter une deuxième fois peut-être, vu la densité qu'il y a du côté de la Norvège, plus son frère qui lui annonce pendant les vacances de Noël qu'il va prendre sa retraite. Ça va peut-être jouer aussi dans l'affaire. On a senti que c'était presque l'année de trop pour Taribo. Alors oui, il est quand même dans le top 10. C'est vrai que par rapport aux années précédentes, beaucoup de mal à enchaîner les performances. C'est-à-dire que souvent, il y avait une course bien et puis la course d'après, c'était plus compliqué. Il a été assez mauvais sur les individuels, qui était pourtant sa force sur ses dernières saisons, les individuels. Ouais, il a eu du mal à enchaîner les courses. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire une performance de qualité, mais pas deux, et ça a été assez difficile voilà, pour Tarier tout au long de la saison. On a senti qu'il y a eu beaucoup de moments, il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de bas. Et je pense que c'est presque l'année de trop pour Tarier. Il finit quand même plutôt bien, notamment voilà, avec quand même quelques résultats sur le mois de janvier, mais on voit que la période de mars a été très compliquée pour lui, il était vraiment sur les rotules, notamment à Oslo, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Donc ouais, ça a été plus dur voilà, du côté de Tarier. Voilà, c'était là, je pense que l'arrêt, même l'an dernier, ça aurait peut-être été pas mal. Et puis Swerum et Jakob Fak. Ouais, Swerum qui n'a pas fait beaucoup de bruit par rapport à d'autres, mais qui à la fin est dans le top 10, sans faire beaucoup de bruit. Lui qui avait remporté, voilà, quelques bons résultats, qui a été présent également au championnat du monde, qui a été très bon au championnat du monde, Swerum, qui a vraiment été en forme sur cette période-là. Et qui n'a pas fait beaucoup de bruit sur l'année, mais qui est au final le quatrième homme de cette équipe de Norvège. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis Jakob Fak, bien entendu sa victoire à Paul Yuka, qui a fait du bien. Une saison régulière comme souvent Jakob Fak. C'est voilà, entre 8 et 13. Et 13 et 14, il est souvent là, Jakob Fak, dans ces classements-là, sur ces dernières saisons en Coupe du Monde, parce que c'est un mec qui fait assez peu d'erreurs sur le tir, même si les jambes sont pas forcément performantes, il arrive à marquer des points très régulièrement sur la saison. Et ça a encore été le cas cette année. Ouldal, un jeune en devenir, belle découverte, ce Martin Ouldal. Je pense que l'année prochaine, on peut déjà le compter comme les potentiels vainqueurs, peut-être de petits globes de spécialité en Coupe du Monde, parce que je pense qu'il a les qualités pour le faire, Ouldal. La performance au tir est là. Il en manque encore un petit peu sur les skis, mais ça progresse pas mal. Donc, il y a des choses intéressantes quand même du côté d'Ouldal. Donc, belle 11e place devant Fabien Claude. Il n'a pas passé un cap, Fabien Claude. Cette année, je voulais qu'il passe un cap. Je voulais qu'il passe un peu plus dans la hiérarchie, tu vois, qu'il rentre peut-être dans le top 8. Ou tu vois, qu'il soit en mesure d'aller chercher des Emilien Jacquelin, des coureurs comme ça. Et malgré l'irrégularité d'Emilien Jacquelin, il n'a pas été en mesure d'aller le chercher. J'ai trouvé une stagnation cette année dans la saison de Fabien Claude par rapport aux années précédentes, où notamment l'an dernier, il avait été très bon en Allemagne sur la Coupe du Monde. Là, ça a été plus dur et ouais, je trouve qu'il y a eu pas mal d'irrégularités. Au tir, ça a été compliqué parfois. Il y a eu vraiment des courses très difficiles au tir du côté de Fabien Claude. Et puis au niveau des skis, je l'ai trouvé moins bien que l'an dernier. Donc, alors sur les relais, ça a été très bon. À l'inverse, sur les relais, il a su se sublimer, mais en individuel, ça a été compliqué. Et puis Stromsheim, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Bon championnat du monde. Il manque du temps de ski, la Stromsheim. C'est vraiment là-dessus. Et puis Navrat, premier Allemand, la deuxième partie de saison a été très compliquée pour les Allemands. Ils avaient bien démarré les Allemands, mais alors sur la deuxième partie de saison, Navrat, Strello, tous les Allemands ont eu beaucoup de mal. Changement d'entraîneur de tir, il y a eu... ouais, donc ça a été très compliqué. Et puis Ponsiloma, trop irrégulier. Hein. C'est comme Lampic, c'est la version masculine de Lampic. Hein. Ponsiloma, très rapide sur les skis, mais trop irrégulier sur le tir. Campbell White,
premier jeune, Campbell White, mais seulement 17e. Bon, des très gros championnats du monde. Hein. C'est vrai que Campbell White, les championnats du monde ont été réussis. La deuxième partie de saison est bien meilleure que la première. Donc il a su arriver en forme au bon moment. Maintenant, à lui d'être plus régulier, ça sera son travail, la régularité, et puis des temps de ski meilleurs. Je pense que c'est là-dessus qu'il doit progresser à Campbell White, et puis Hardweg, puis Drouchny, Hornig, Emilien Claude. Il fait pas une saison complète à 100%, quoi. Tu vois qu'il y a eu des bons moments dans sa saison à Emilien Claude. La fin de saison est un peu plus dure. Voilà, ça a été... il y a eu des bonnes périodes. Vraiment des résultats qui étaient très intéressants en janvier, notamment. Il y a eu une très bonne période en janvier. Décembre, ça a été compliqué, mais encore une fois, il avait des problèmes de réglage au niveau de sa carabine. Enfin, sa carabine était complètement déréglée, notamment au niveau du canon, donc ça lui a fait rater pas mal de tirs. Ensuite, ça a été bon en janvier. Et puis, ce mois de mars, ça a été un petit peu plus compliqué pour Emilien Claude, physiquement, mais... Voilà, il y a eu du bon, du moins bon. Il y a quand même un peu du mieux, vraiment du mieux sur le tir. Donc ça va être sympa de le revoir l'an prochain. Et puis ça met un peu de concurrence aussi à Antonin Guigona dans l'affaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. À Johannes Dalleux, oui, ça a été un peu la douche froide. Mais bon, il a sauté, je trouve, très facilement. On l'a fait dégager en IBU Cup très facilement. Donc oui, il se retrouve à avoir une demi-saison en Coupe du Monde. Donc Christiansen, je pense que la Coupe du Monde c'est fini pour lui. Je pense qu'il est, voilà, il est pas assez rapide sur les skis, tout simplement. Surtout quand on voit Isaac Frey, quand on voit tous les mecs aujourd'hui. Isaac Frey qui a eu fait des débuts en Coupe du Monde vraiment très forts. Quand on voit Uldal, ça risque d'être un peu compliqué. Bionéaz qui est la déception de l'année. Thierry Langer aussi, pas une grande saison. Bionéaz, ça a été pas loin d'être catastrophique. Et puis Oscar Lombardo, qui arrive quand même à marquer des points sur cette fin de saison. Donc avec son opération du syndrome des loges, ça va être intéressant de voir avec Antonin Guigona cette 6e place, comment elle va se jouer entre les deux, parce que ça va être, je pense, un gros combat avec les petits jeunes du côté de cette équipe. Et ben voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on va regarder? Tiens, pour finir, on va regarder du côté du data center. On va regarder le calendrier de l'an prochain en 2025-2026. Donc en Coupe du Monde, on se retrouvera donc en 29 novembre du côté d'Östersund avec on commencera par des relais par sexe. Comme d'habitude, relais par sexe, puis relais individuel, et puis ensuite il y aura individuel, sprint et poursuite. On aura ensuite Orfilsen, puis Annecy le Grand Bornand, qui clôturera cette période de décembre. On attaquera ensuite Oberhof, Ruhpolding, Nové Mesto pour finir cette période de janvier, avant les Jeux Olympiques à Antols au mois de février. Et puis ensuite on terminera avec Kontiolahti et Otepää. On devra avoir des bonnes conditions de neige avant Oslo-Holmenkollen pour finir. Le calendrier peut encore être modifié d'ici là. Mais on devra avoir moins de problèmes de conditions de neige, vu qu'on aura une fin de saison très nordique. Donc on devra avoir moins de problèmes de ce côté-là. Et donc pas de Poljúka l'an prochain que Nové Mesto pour la saison 2025-2026 en Coupe du Monde. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ces vidéos biathlon. On se retrouve donc normalement l'an prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!